Tu rêves de démarrer ta business ou de la scaler? T'es au bon endroit. Ici Tania Marcoux, passionnée par l'entrepreneuriat et freelance en marketing web. J'ai créé le podcast Viséo pour raviver ta flamme entrepreneuriale et t'aider à réaliser tes idées les plus ambitieuses. Dans ce podcast, je discute avec des entrepreneurs variés de leur parcours unique et des meilleurs trucs pour développer son entreprise. Let's go, t'es capable de Viséo, toi aussi. Salut, aujourd'hui je te présente mon épisode avec Thomas Giraud, full stack entrepreneur, formateur en ligne et freelance en développement de e-commerce. J'ai rencontré Thomas au Mexique via des amis en commun et j'étais curieuse de connaître son histoire. Comment il a réussi à créer plus de 8 formations en ligne qui lui rapportent aujourd'hui des revenus passifs à l'âge de seulement 23 ans. C'est ce que vous découvrirez dans cet épisode. Bonne écoute! Bonjour Thomas, salut, bienvenue sur mon podcast Viséo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Tania. J'espère que ça roule. Je sens que ça va être un épisode très drôle parce que des fois on a de la misère à se comprendre étant donné qu'on a des expressions différentes, mais j'ai espoir qu'on va quand même réussir à faire un très bon épisode. On va parler de taf aujourd'hui. Ouais, taf, pour les Québécois qui ne savent pas c'est quoi, c'est travailler. Moi, j'ai appris ça il y a quelques semaines ici au Mexique. D'ailleurs, Thomas et moi, juste pour vous mettre en contexte, on s'est rencontrés il y a quelques semaines ici à Playa del Carmen grâce à notre ami en commun, Ambroise. D'ailleurs, comment t'as connu Ambroise par curiosité? Alors déjà, on s'est rencontrés parce qu'on habite dans le même immeuble, voire même au même étage. On est voisins. Salut. J'ai rencontré Ambroise parce qu'on fait à peu près la même activité. On bosse sur YouTube, on en parlera un petit peu plus tard. Je l'avais rencontré dans un live, on a gardé le contact, on s'est toujours envoyé des petits tips, etc. Ça fait quasiment plus d'un an ou deux qu'on parlait. Et on s'est rencontrés il y a un mois. Donc en vrai, en physique. Donc trop cool, ouais. Super. Donc, commençons avec le vif du sujet. Donc, bon, Thomas, t'es programmeur. Aujourd'hui, t'as beaucoup d'entreprises dont on va parler aujourd'hui. Mais premièrement, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a mené à devenir programmeur? C'est quoi ton parcours? Quel emploi t'as occupé? C'est quoi tes études? Ok, je vais essayer de résumer ça assez rapidement. Je pense que ça va permettre de remettre en contexte, mais le plus intéressant, je pense, c'est ce qui va se passer après. Donc rapidement, moi je viens de France. Vous entendez mon accent. Je pense que ton audience est plus située au Canada. Oui, principalement, mais ça reste que le français, c'est très... en fait, je pense qu'il y a aussi des Français qui écoutent. Fait que... fait que c'est ça, ils devraient mieux te comprendre. Ok, bon, je vais essayer de parler doucement. Je sais pas, non, je pense que... Non, tu me comprends? Il y a pas de problème? C'est bon. Ok, je viens de France. À la base, moi un peu le parcours... J'aime bien, chaque entrepreneur se faisait chier à l'école, du moins une très grosse partie d'entre eux. Et moi, c'était ça. Donc moi, j'ai joué au baby-foot jusqu'à mes 18 ans. Je suis devenu très bon. Je faisais des championnats de baby-foot. J'ai fait ça parce que c'était vraiment une passion. Et que je me faisais chier à l'école. Et dans tous mes collèges, lycées, etc., il y avait un baby-foot. Et donc, j'ai passé 18 ans à m'entraîner au baby. L'école, je m'en foutais, j'ai toujours eu un peu la moyenne, le truc, ça passe à la limite, mais en fait on fait rien et ça passe. J'y trouvais pas d'intérêt, j'y mettais pas d'attention et j'allais jamais en cours, je faisais péter les cours tout en étant à l'école, tout ça pour jouer au baby-foot. Jusqu'à j'ai eu mon diplôme, donc le diplôme, l'équivalent du bac, je sais pas comment t'appelles ça, mais c'est un peu le diplôme de base que t'as quand t'as 18 ans, qui te permet d'aller en université, etc. À partir de ce moment-là, j'avais rencontré un prof qui avait un peu changé ma life, parce que j'avais jamais trouvé quelqu'un depuis que j'étais gamin qui avait accroché un petit peu mon attention et qui m'avait fait kiffer, sauf ce dernier prof en dernière année où on commence à faire de l'informatique, on commence à toucher au code et le mec a des façons des façons d'apprendre que je connaissais pas du tout et qui étaient très inspirées d'une école dont on va parler un petit peu plus tard, qui s'appelle 42, et c'est un mec, genre il est arrivé, il a dit bon, je sais que vous en avez rien à foutre littéralement de l'école, que vous faites chier, vous êtes obligés de venir ici, et je comprends, donc on va essayer de kiffer un petit peu. Et il nous a dit premier cours, genre dans 3 mois vous allez tous me créer un site web. Il nous a filé un lien Open Classroom et le mec s'est barré. Il nous a filé un lien, donc un MOOC, un cours en ligne qui t'apprend à créer un site web. C'était un cours de 30 ou 40 heures.
Et voilà, approximativement, on avait 30 ou 40 heures pour créer notre site. Et ce qui était fou, c'est qu'il s'en allait et que tout le monde a plus jamais fait péter ces cours-là, et tout le monde essayait de créer son propre site web. Et c'était trop passionnant, où en mode, à chaque fois qu'on lui posait une question, il disait « demande à ton pote derrière. Entraidez-vous. Cherchez sur internet les mecs. » Et là, je commence à changer vraiment de vision, où en mode, je joue au baby-foot et je fais péter tous les cours, sauf celui-ci. Et je commence à kiffer, et je me rends compte que cette pédagogie qui est là, elle est très inspirée de 42, et je me renseigne sur 42, et je teste 42, je foire 42, et je me dis j'ai envie de recommencer 42, je suis incapable de travailler chez moi. À l'époque, je sais pas travailler chez moi, je suis une personne qui sort énormément, qui est très influencée par ses potes, qui sortent beaucoup, et je me dis le seul moyen pour moi de préparer 42, c'est d'apprendre l'anglais, et donc j'ai l'opportunité à ce moment-là de partir aux États-Unis. Je deviens cuistot pendant un an. Attends, là, je pense que tu vas trop vite. C'est quoi 42 exactement? Ok. Je deviens cuistot pendant un an pour apprendre l'anglais et pour retourner à 42. 42, c'est une école. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. C'est plutôt un centre de formation pour malades mentaux, dans lequel il n'y a pas de prof, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de cours. L'école est ouverte 24/24, 7 jours sur 7. Et tout le cursus, tout le cours est gamifié. Et moi, c'est un truc auquel j'accroche, parce que l'école, j'accroche pas. L'école, ça me saoule. Les profs, les cours, ça me saoule. On m'apprend des trucs que j'ai pas envie d'apprendre. Je sais même pas pourquoi je les apprends. Et quand je vois 42, je me dis putain, c'est fou, parce que tout le monde a l'air de kiffer ce qu'il fait, a l'air de savoir dans quelle direction il va, et personne fait la même chose, et est un peu drivé par sa passion et les choses qu'il a envie de faire. Et moi je me dis, tu vois, si j'ai envie de faire des études, c'est dans cet endroit-là que je veux être, et je veux pas continuer à évoluer dans un système qui me plaît pas et dans lequel je m'épanouis pas. Et donc je teste 42. Si vous voulez checker un petit peu plus en détail ce qu'est 42, je vous invite à le faire. Franchement, c'est trop cool, et ça donne une autre perception du système scolaire, voire même des méthodes pédagogiques qu'on peut appliquer à certains étudiants. Et pour une personne qui kiffe pas forcément l'école et qui s'épanouit pas forcément, je pense que c'est une très bonne alternative. Du moins, j'ai passé 3 ans là-bas en revenant des États-Unis, où j'ai repassé mes tests et j'ai été accepté. Et donc j'ai même pas dit à quoi sert 42. À la base, l'objectif de 42, c'est de te former au métier de demain, et en particulier au métier de développeur. Ça part d'un constat qui vient de la part de Xavier Niel, qui est un des plus gros entrepreneurs français, qui font des Free notamment, qui est actionnaire sur plein de boîtes, qui investit aussi dans plein de startups, etc. Et le constat, c'est qu'il n'y a pas assez de développeurs sur le marché de l'emploi en France, et qu'il faut en former, rapidement, et il faut en former des gars qui soient réactifs, qui soient à l'écoute, qui savent s'adapter, et parce que les technos diffèrent. Tout le monde utilise des langages différents, des trucs dans le genre, et on veut quelqu'un qui puisse se former, apprendre rapidement, et c'est ce que fait 42, parce qu'à la base 42 t'apprend principalement à apprendre et à te démerder par toi-même. Fait que si je comprends bien, 42, est-ce que c'est comme un bac, étant donné que c'est 3 ans, tu ressors de là avec quoi exactement? Alors moi j'ai passé 3 ans là-bas, j'aurais pu en passer 10. C'est une école qui se fait en niveau. Et un apprentissage par projet, où à chaque fois que tu vas faire un projet, tu vas débloquer le suivant, et puis tu vas au fur et à mesure créer ton propre parcours et gagner de l'XP et des levels quand tu finis un projet, et l'école se termine au niveau 21. Ok, c'est des niveaux. Tu peux la terminer au niveau tu peux la terminer en un an, et kill tous les niveaux, ou en 10. Et c'est là que c'est intéressant. Mais je pense que pour résumer un petit peu le système pédagogique et le constat qu'il y a eu, et pourquoi selon moi c'est une des meilleures écoles du monde, ou un des meilleurs systèmes qui s'applique pas forcément qu'au code, c'est que en fait quand tu es plus jeune, tu vois que les gens passent énormément de temps sur des jeux vidéo, et se font chier à l'école, ok, et tu te dis en fait l'école c'est chiant parce que t'es obligé d'y aller. Tu sais pas pourquoi t'es là, tu sais pas ce que tu vas apprendre, et donc tu ne donnes pas d'attention à ce qu'on t'enseigne. Du moins, moi, tu vois, par exemple, j'ai fait 10 ans d'anglais, je parlais pas anglais. C'est quand même un scandale. Tu fais 10 ans, pendant 10 ans, t'as des cours d'anglais, tu ne parles pas un mot d'anglais, t'es pas capable de faire une phrase. C'est un truc de fou. Donc
peut-être de ma faute aussi, peut-être de ma faute de l'enseignant qui avait... Enfin, c'est la faute des deux, tu vois. Genre, moi j'écoutais pas, j'ai eu personne qui a réussi à me captiver, et donc je parlais pas anglais. Et donc le problème, ça vient de là, et c'est de se dire, là, ils ont créé un système dans lequel tu pars du constat que là où les gens donnent énormément d'attention, ça peut être... Enfin, il y a le jeu vidéo, tu vois, le jeu vidéo c'est un endroit dans lequel les gens donnent énormément d'attention, et l'autre constat c'est le seul moyen d'apprendre c'est de donner énormément d'attention et de consacrer du temps à quelque chose. Et si tu réunis les deux, et bah bingo, t'es dans un milieu qui te fait kiffer et dans lequel t'as envie d'évoluer. Ça peut être un jeu vidéo, ça peut être un centre de formation, et si t'arrives à transformer un centre de formation en un game dans lequel t'avances et dans lequel tout le monde a envie de se surpasser, et ben comme je l'ai dit, bingo, genre tu crées des mecs qui kiffent apprendre et qui deviennent passionnés. D'accord. Puis qu'est-ce qui t'a mené à aller à Boston précisément? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qui t'intéressait là-bas ou t'es juste allé là au hasard? À la base, c'est une opportunité. À la base, moi, j'ai un peu de thunes pour rester 6 semaines pour partir à Londres parce que c'est à côté de chez moi. Et en fait, via des connaissances de mes grands-parents, le fils des potes de croisière de mes grands-parents, il leur pose une question, il dit vas-y, est-ce que tu peux héberger mon fils pendant 6 semaines est-ce que c'est possible? Le mec dit oui. Je le connais pas. Une semaine après, je suis chez lui à Boston, il m'accueille, il me file une caisse, il me trouve un taf. T'as été chanceux. Incroyable, et donc ça me permet de rester. Donc là, moi, je suis payé pour rester aux États-Unis. Donc au lieu d'avoir de l'argent pour rester que 6 semaines, bah, du coup je prends des enveloppes, je suis payé, je taffe comme un dingue, je me surpasse parce que j'ai la chance de pouvoir être payé pour rester aux États-Unis. Et donc là, c'est à partir de ce moment-là, par exemple, tu vois, c'est un truc que je traîne encore, que je commence à taffer comme un porc. Je commence à taffer genre 80 heures par semaine, je cours dans tous les sens, je viens au taf même si je suis pas payé, tu vois. Genre, la patronne, elle me dit, genre, je peux pas te payer tous les jours, Thomas. Genre t'es bon, mais tu peux pas venir tous les jours, je peux pas te payer tous les jours. Et je dis, ok, c'est pas grave, je viens demain, je suis pas payé. Genre, je kiffe trop ce que je fais, et tu m'as donné la chance de pouvoir rester ici. Genre, si t'as besoin de moi, tu me dis. Et donc, moi, là, à ce moment-là, je taffe 7 jours sur 7. Genre, de 5h à 16h l'après-midi à courir dans tous les sens. Et le switch se fait au moment où je vais à 42 et on me dit, t'as fait 90, assez. Genre, je dis ok. Ok, fait que finalement, t'es resté combien de temps en tout à Boston? Je restais 1 an. Ok, quand même, t'étais supposé rester 6 semaines, finalement, t'es resté 1 an. J'avais 18 ans, première fois que je partais solo, donc super expérience. Ok, super. Fait qu'après ça, t'es revenu en France, t'as participé à N42 qu'on a parlé tantôt. Puis c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui s'est passé une fois que t'as terminé ce programme-là? Le programme, il est pas terminé encore. Je crois que je suis encore étudiant. J'ai pas fini le level 21 parce qu'il n'y a pas de diplôme à la fin. Donc c'est une école qui ne délivre pas de diplôme, qui est pas reconnue par l'État. Et c'est un peu un endroit où tu prends ce que tu as à apprendre et dès que tu veux te barrer, tu te barres. Généralement, une condition de sortie, ça peut être le fait de trouver un emploi. Moi, ça l'a pas été, et je vais te raconter ça un peu plus en détail. Moi, quand je suis arrivé à 42, le but c'était de devenir développeur. Je savais pas ce que c'était être développeur. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, mais je savais même pas ce que c'était un entrepreneur, et encore, c'est un terme qui est méga vague, et on détaillera ça plus tard. Mais donc moi, je me dis, je vais à 42 parce que le numérique, c'est le futur. Et si j'apprends le métier de développeur, je vais apprendre un des métiers du futur dans lequel je pense que à un horizon de 5 à 10 piges, je me dis que je peux avoir du taf et en plus de ça, bien gagner ma vie. Et donc je me dis, vas-y, je vais me former au métier de développeur, et j'arrive à 42 et en fait, trop cool, je découvre plein de choses. En fait, ça ne se limite pas au métier de développeur, et ça va bien plus loin, et moi je me rends compte que j'aime d'autres choses, tu vois. Je me rends compte que, par exemple, à l'école, je dessinais beaucoup, entre le baby-foot et les cours. Quand j'étais obligé d'aller en cours, je dessinais, et quand j'étais pas obligé d'aller en cours, je jouais au baby-foot. Et j'ai toujours beaucoup dessiné, et j'ai retrouvé ça en faisant du design de site web. Je me suis un peu spécialisé là-dedans parce qu'il y avait ce résultat graphique que tu avais, l'attention aux pixels, etc. T'es le petit œil design qui ressortait de toi quand tu étais plus jeune et quelque chose que tu kiffais faire. J'ai retrouvé ça sur le design de site web, et donc je me suis un peu plus tourné vers le web. Et après,
J'ai commencé à bénéficier un peu du réseau de 42, à faire des petits projets sous forme de hackathon. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ça me dit quelque chose. C'est des petits start-up week-end où en mode tu montes ta boîte depuis zéro et t'es mis en relation avec plein d'autres mecs qui ont des compétences qui sont assez différentes des tiennes. Et je me rends compte que par exemple j'aime parler à l'oral et j'ai envie de devenir meilleur à ça. Donc je vais travailler, là je vais faire, à partir de ce moment-là que je me rends compte de ça, et ben je fais des start-up week-ends tous les week-ends, je dois en faire une cinquantaine, peut-être une soixantaine, tous les week-ends on monte une boîte depuis zéro, et on la pitch devant des personnes, potentiellement des investisseurs parfois, et tu crées des projets, et je me rends compte que je commence à aimer créer des projets, à aimer parler à l'oral, et ça va bien plus loin des compétences que tu as en tant que développeur, et j'apprends du moins la définition de ce que c'est que le mot entreprendre, tu vois, c'est un truc que jamais, tu vois, il y a des personnes qui se disent moi je suis entrepreneur depuis gamin, je vends des glaces ou des trucs dans le genre, alors moi jamais, tu vois, et c'est un truc que j'ai découvert et ça a apparu comme une évidence au moment où je l'ai découvert, et c'est à peu près à ce moment là où le switch s'est fait. En fait je me dis ça me saoule parce que j'entreprends mais à chaque fois ça dure que 2 jours. Ouais, mais est-ce qu'il y a un projet qui a vraiment fonctionné? Il y a des projets qui auraient pu fonctionner, ouais. Carrément. Le truc, c'est que moi, je me dis, je suis à 42 depuis même pas 1 an, j'ai envie d'aller plus loin. Parce que l'école m'apporte trop de choses. Tous les jours, j'apprends des tonnes et des tonnes de choses. Imagine, je reste 1 an de plus. Et donc, je me dis, vas-y, j'ai pas trop envie de quitter l'école. À ce moment-là, j'ai 18 ans, peut-être 19. Et je me dis, j'ai envie d'entreprendre, mais j'ai envie d'entreprendre dans l'école et peut-être créer un truc en parallèle de mes études, et c'est ce que je fais. Et à ce moment-là, je monte ma première boîte qui est une agence web dans laquelle on va aller trouver des clients, on va aller manager des projets, etc. Et on va placer des étudiants de 42 sur les missions. Et donc moi, ça me permet de garder un pied dans l'école, et en plus de ça, de me former à des compétences qui sont totalement transversales mais qui vont avec le code. C'est le fait de savoir vendre, de savoir se vendre, de savoir vendre les autres potentiellement, des notions de facturation, des notions de closing, de plein de trucs, tu vois, que t'as pas et que t'as jamais découvert. Et à ce moment-là, je commence à kiffer, je commence à taffer énormément, j'arrête de dormir parce que j'apprends trop de trucs. Fait que finalement, t'as jamais occupé un emploi en programmation, t'as directement bâti ton entreprise. J'ai occupé un seul emploi dans ma life en tant que développeur. C'était un stage. Parce que j'étais obligé de le faire à 42 et j'avais pas le droit de le faire dans ma propre boîte. Aujourd'hui, tu peux le faire, mais à cette époque-là, j'avais pas le droit de le faire dans ma propre boîte. Et donc, je m'arrange avec une boîte. Moi, ma spé, à ce moment-là, c'est du design de site. Je fais ça les yeux fermés, je m'éclate, et en 2-2, je te fais tout ce que tu veux. Et donc, j'arrive à négocier un stage soi-disant temps plein dans lequel j'intègre tout l'emploi du temps de ma boîte. Donc je peux partir quand je veux faire des calls clients ou rencontres clients. Je peux partir tous les mercredis, tous les vendredis pour mes réunions que j'ai à faire avec la boîte. Mais derrière, je remplis ma mission et j'apporte de la valeur. J'apporte autant de valeur à la boîte que s'ils avaient pris quelqu'un qui savait pas faire du design de site. Et donc je taffe peut-être 2-3 jours grand maximum parce qu'il y avait trop de taf. Je taffe 2-3 jours grand maximum dans cette boîte. J'ai fait ça pendant 6 mois ou 4 mois. C'était juste pour passer le stage, pour continuer et avancer dans l'école. Ouais. Mais sinon, si j'aurais pu ne pas le faire, je l'aurais pas fait. Mais derrière, ça a été une super expérience parce que je me retrouve plongé dans une start-up. Au début, on bosse dans une mezzanine. Genre la start-up est en lancement depuis même pas 4 mois. Aujourd'hui, c'est une start-up qui a levé plus de 20 millions. On préparait les premières levées de fonds ensemble. Moi, ça m'intéressait trop parce que je les aidais sur les pitchs de vente ou les trucs dans le genre. Et je sortais un petit peu de cette compétence de développeur pour laquelle j'étais déjà sorti depuis un moment. Ouais. Évidemment, j'en ai toujours fait. Ça a toujours été un peu mon cœur, mon noyau, mon cœur de métier. Mais, et les choses que je vendais de manière générale. Mais en tout cas, une super expérience. Et après, je suis reparti full time sur la boîte. Mais à cette époque-là, tu vois, je fais peut-être 2 jours de boulot dans mon stage. Mais je taffe week-end, nuit et jour. Mm-hmm. OK. Fait que t'as parti ton agence web, ça a duré combien de temps? Ça a duré 2 ans. Et en soi, tu vois, si je devais résumer mon parcours à 42, tu vois, j'ai fait 1 an en tant que développeur à me former vraiment sur les projets de l'école. Après, j'ai fait, et pendant cette année-là, je faisais plein de start-up week-end, comme je te disais. Et après, j'ai fait 2 ans full focus sur la boîte. OK. Puis, c'est quoi que t'as appris de cette expérience-là de bâtir ton agence web? C'est, selon moi, je pense, la plus grosse expérience de ma life. Ah ouais? Bah ouais, carrément, parce que tu passes de rien, ni personne, d'un petit cuisinier qui a 19 piges,
19 ans, qui a 19 ans, un mec qui va manager peut-être une team de 10 à 20 personnes, on est monté. On a fait presque 150 000 euros de CA la première année. Puis ça, t'as tout fait ça toute seule. Est-ce que t'avais des mentors à l'école? Est-ce que t'avais des collaborateurs? J'avais pas de mentor, mais j'étais bien entouré, on avait une bonne équipe. Je pense à 4 personnes ou 3 personnes avec qui on a monté cette boîte, des personnes qui avaient peut-être plus d'expérience que moi. Okay. Moi, j'avais du temps et j'avais beaucoup de temps et j'avais beaucoup de passion et d'envie de faire naître ce business. Donc moi, j'ai été à la tête de ce truc. Donc cofondateur et président, j'ai un peu l'idée le truc, mais j'étais entouré par des personnes qui avaient plus d'expérience que moi, qui avaient peut-être un peu moins de temps, qui apportaient beaucoup de valeur et qui ont contribué au fait qu'on se forme tous et qu'on vive une aventure qui soit cool. Au final, franchement, j'ai trop kiffé parce que ça a été que des galères. Tous les jours, t'as un nouveau problème, mais un problème qui peut durer des semaines, voire des mois entiers et que tu vas traîner tout le temps. Ok, fait que t'aimais ça, avoir des problèmes. J'aime avoir des problèmes et c'est un truc que tu découvres rapidement dans le code. C'est en fait ton métier en tant que développeur de manière générale et ça se transpose à tout ce que tu fais dans le monde. C'est que t'es un problem solver et dès que t'as solve ton problème, tu passes au suivant. Et c'est un truc que je découvre vraiment dans cette boîte où en vrai, au final, on fait que résoudre des problèmes. Tu vois, on a vécu quelques victoires et c'était cool, mais on allait chercher les nouveaux problèmes, on allait chercher les nouveaux trucs et il y avait toujours des trucs qui allaient pas. On n'avait pas d'expérience et c'était trop cool. Au début, on commence une boîte, personne sait éditer une facture, tu vois, genre personne n'a jamais fait ça de sa vie. Ensuite, on était sur un format de boîte où on fait travailler des étudiants à l'intérieur, donc administrativement parlant, en plus en France, c'était encore une fois une vraie galère. et donc non, mais ça a été que des challenges et moi je vois ça comme un challenge. Aujourd'hui, moi aussi j'ai des galères tout le temps, mais c'est des nouveaux challenges, c'est des nouvelles choses à passer, des nouvelles choses à accomplir et en fait cette boîte me donne le mindset d'un mec qui aime le challenge, qui aime les nouveaux obstacles qui vont se poser devant toi et qui essaye à chaque fois d'évoluer et de se remettre en question parce que tu vois, voilà, j'ai peut-être fait 6 mois de réunion, j'arrivais pas à lead d'une réunion, c'était un enfer, tout le monde s'ennuyait en réunion et donc comment t'arrives à animer une bonne réunion, tu vois, c'est plein de micro petits challenges qui sur le moment T sont des blocages et qui deviennent trop cool une fois que t'as réussi à les débloquer et que tu peux passer au problème suivant. Ok, ben oui, c'est sûr. Je pense que c'est une super belle expérience. C'est quoi qui a mené à la fin de ce projet-là? Est-ce que ça a continué à vivre sans toi ou vous avez juste décidé de mettre ça de côté? Alors, ce qui se fait, c'est que je me dis, vas-y, après 2 ans, je prends 20 kilos, je taffe trop, j'arrête le sport, je mange que des pizzas. Le but, c'est d'optimiser mon temps, d'être le plus possible sur la boîte. Ça fait 2 ans que quasiment je dors 4 heures par nuit, que j'ai pas levé la tête, que j'ai pas regardé en face de moi un peu. Tu vois, j'ai toujours la tête en bas à taffer et à bosser comme un fou. Et je burn out pas parce que j'adore ce que je fais, mais je me rends compte qu'il faut que je prenne du recul et que j'ai besoin de ça parce que ça fait 2 ans que j'ai pas levé la tête et parce que je me sens plus à l'aise dans mon corps. Parce que je sens que ma santé se dégrade et j'ai besoin de faire autre chose et j'ai fait le tour. Et en fait, j'arrive au moment où en fait j'arrête cette boîte au moment où je me dis j'apprends presque plus rien. Il faut que je fasse autre chose parce que j'apprends presque plus rien. Ça fait 2 ans, je vis un rêve parce que j'ai été nourri de connaissances et de nouveaux challenges, de nouveaux trucs pendant 2 ans. Et là, je me dis, j'apprends presque plus rien. Avec la team, le but, c'était aussi de faire tourner cette boîte avec d'autres personnes de 42. Et donc là, on entame un process de passation dans lequel on va recruter et former la nouvelle équipe. Et c'est ce qu'on a fait. Donc cette boîte, on l'a laissée à une autre équipe. Et moi, à partir de ce moment-là, je me suis posé, j'ai eu la chance depuis 2 ans de m'asseoir, de me lever un matin et de me dire, Dave, j'ai presque rien à faire, tu vois. Genre, wow, mais c'est stressant. Genre, t'arrives, ça fait 2 ans, voire même 3 ans, si tu comptes un peu la partie cuisine, que t'es dans l'action constante et que tu fais que bosser comme un malade. Et là, t'arrives, c'est le premier matin, à la limite, t'en as un peu rêvé et tu te dis, putain, comment c'était en fait quand je me levais et que j'avais rien à faire.
c'est la pire situation. Quand tu sors de ça, je te jure, c'est la pire situation possible, ouais. Et donc je me lève, j'ai rien à faire, et je me dis, tiens, maintenant, qu'est-ce que je fais? Waouh, j'ai la chance de me poser la question, qu'est-ce que je peux faire maintenant? J'ai appris plein de choses, j'ai envie d'entreprendre et je vais entreprendre, c'est même pas une question qui va se poser, c'est évident, j'ai pas envie de taffer pour quelqu'un, les challenges sont trop cool, je suis trop stimulé intellectuellement et je m'éclate trop, je suis trop épanoui dans ce que je fais, mais j'ai besoin d'un seul truc, c'est déjà d'une retrouver la forme, refaire du sport, perdre un peu ce que j'ai accumulé depuis les 2 dernières années et aller peut-être vers une activité qui me plaît un peu plus et dans laquelle je pourrais peut-être potentiellement à la fin me dégager un petit peu plus de temps. On va peut-être parler de formation à ce moment-là. Puis ça a duré combien de temps cette phase-là de remise en question? Ça? Ouais. 3 jours. 3 jours. Ah bah bien sûr, attends, non mais moi je pète un câble, je fais rien pendant 2 jours, ça fait 3 ans que je suis là et que je suis une pile électrique, il faut que je trouve un truc, tu vois, genre la nuit je tremble, je me dis putain j'ai rien à faire, il y a un problème. Et donc non, je rigole, ça dure un petit peu plus de 3 jours parce qu'en gros en un jour, je prends la décision d'arrêter de 42, de rendre mon appart et de partir de Paris. Ensuite, je me dis je vais prendre des vacances, je vais retourner dans ma ville natale à Chambéry dans les Alpes en Savoie et je me dis je vais prendre des vacances. Et le mot vacances c'est un truc qui était pas sorti de ma bouche depuis 3 ans et le problème c'est que j'arrive là-bas, je revois tous mes potes d'enfance que j'avais pas vus depuis longtemps et en fait rien n'a changé, tu vois. C'est un peu bizarre, je me retrouve dans une situation bizarre où en fait ça fait 3 ans que je suis parti mais quand je reviens là-bas en fait c'est toujours pareil. C'est toujours, les mecs sont toujours au même endroit, vont toujours dans les mêmes endroits, dans les mêmes trucs. Et moi, je me dis, ça fait 3 ans que je bosse comme un malade, que je bosse comme un fou. Je me suis énormément développé, autant personnellement que sur plein d'aspects, que professionnellement. Et j'arrive là-bas, en fait, genre, rien n'a évolué depuis 3 ans. Et je me dis, je peux pas rester là. Je peux pas rester là-bas, j'ai besoin d'être avec des personnes comme moi. J'ai besoin d'être avec des personnes qui ont la dalle. Et je dis pas qu'ils ont pas la dalle, tu vois, genre, mais juste, enfin, c'est mes potes d'enfance, je les adore, pardon, qui ont faim, qui ont motivé, qui veulent se surpasser, des personnes j'ai besoin d'être entouré de personnes comme moi. Et donc, en fait, mes vacances qui devaient durer quelques semaines durent quelques jours à peine. Je prends la décision à ce moment-là de me barrer sur une petite île qui s'appelle Malte, qui est pas très loin de la France pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a la mer, parce qu'il y a du soleil, parce que pour 10 €, je peux partir en avion et être à Malte, parce que le coût de la vie est moins cher. Et aussi et surtout parce que mes parents faisaient des allers-retours entre Malte et Chambéry, du coup, et que moi, je voyais quasiment plus mes parents. Donc, c'est aussi une façon de me rapprocher d'eux. Et enfin, dernière raison, parce que je sais que c'est une terre d'entrepreneurs et qu'il y a beaucoup de Français francophones qui se rejoignent à Malte ou qui viennent à Malte pour entreprendre. Et donc moi je me dis trop cool, je vais être sur une île qui coche plein de cases, à savoir déjà le fait de sortir de Paris et d'être sur une île où il fait chaud, il fait beau et t'as la mer en face de toi. Et en plus de ça, potentiellement je peux rencontrer des mecs comme moi. Et donc là je pars à Malte, je prends cette décision mais pareil hyper rapidement, genre moi je suis toujours comme ça, toujours dire vas-y on va au Mexique, ok on part demain. J'ai toujours été comme ça, j'aime bien genre ne rien prévoir et partir. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'arrive à Malte, je prends un appart direct et là je me repose. Je me dis maintenant je fais quoi? Là j'ai pas de business, tu vois, j'ai pas de projet, mais je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux, ou du moins je découvre un petit peu ce que je veux, et j'ai découvert une passion un peu cachée. J'aimais bien parler à l'oral. J'aimais bien travailler mon élocution, j'aimais bien travailler ça, et mine de rien, je pense que derrière, j'aimais bien m'exposer. Et en gros, il y a un truc que j'avais aimé encore plus, et qui réunissait un petit peu, qui reprenait ça, c'était le fait de former et d'accompagner des gens. C'est un truc que j'ai découvert aussi à 42, où il y a cette entraide qui est constante, et derrière, je faisais des petites formations dans des écoles ou des trucs dans le genre, et je me dis let's go, j'ai envie de former des gens, et j'ai envie de me lancer dans la formation. Le seul problème que j'avais au moment où j'en faisais à Paris, c'est que je répétais toujours la même chose, et j'avais genre un slide deck de 300 slides, et je répétais tout le temps la même chose. Peut-être que j'adaptais un petit peu, j'optimisais, je compressais, mais c'est tout le temps la même chose. Je me suis dit, j'ai besoin d'automatiser, et j'ai besoin d'avoir potentiellement un business dans lequel je vais décorréler mon temps de l'argent que je peux potentiellement gagner, ce qui n'était jamais arrivé en 2 ans de prestation de service, parce que de la prestation de service, tu dois en faire aussi, c'est très lié et très corrélé à ton temps et à l'investissement que tu mets. Et si tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas d'argent. Et moi, c'était surtout un truc dans lequel en fait je ne pouvais pas travailler moins de 12 heures par jour pendant 2 ans. C'était impossible, il y avait trop de trucs à faire, tu vois. Et là je me dis
je suis prêt à travailler, je suis prêt à travailler encore 3 ans, 15 heures par jour, il n'y a aucun problème. Mais je veux faire en sorte que ce que je construis à partir de maintenant, tous les jours, j'ai jamais besoin de repasser dessus. Je veux faire en sorte de créer quelque chose dans lequel, à chaque pierre que j'ajoute, j'aurai jamais besoin de repasser sur cette pierre. Alors peut-être que je vais construire un tas de pierres qui a aucun sens et je devais en faire juste un autre à côté, c'était pas le bon endroit, mais je m'en fous parce que j'aurais appris plein de trucs et le deuxième tas je vais le construire un petit peu plus rapidement, arriver au même niveau, et puis après je vais ajouter toutes ces pierres là. Et donc là je pars dans la vision genre méga long terme, à me dire un jour ça va marcher, un jour je vais avoir un truc qui tourne en auto, évidemment je mets ça entre guillemets, et dans lequel je vais décorer les montants, et je pars avec cette vision, et là on se retrouve 2 ans en arrière. Ouais, puis c'était pour aussi reprendre le dessus sur ta santé, tout ça, ce que tu avais réalisé à ce moment-là. C'est une bonne façon de pouvoir passer plus de temps pour t'entraîner, dormir, passer du temps avec les gens. Non, parce que quand tu commences de zéro, alors t'as cette vision, elle te drive, elle est trop cool, mais quand tu commences de zéro, il y a tout à construire. Et tu sais pas où tu vas. Et moi je viens de 42, et à 42 on apprend par soi-même. Et j'ai un peu la fierté de me dire, je vais pas acheter de formation, j'ai pas envie de ressembler à quelqu'un, je vais me former moi-même en testant. Fait comment tu t'es formé pour devenir formateur? En fait, j'ai toujours kiffé transmettre et j'ai un socle de compétences de base. Donc j'aime parler à des gens, j'aime le contact humain et social, et j'ai un cœur de métier. À partir de ce moment-là, je sais que dans mon cœur de métier, je connais plus de choses que plus de 95% de la population. Je peux transmettre. Moi, j'ai jamais eu de problème de syndrome d'imposteur ou quoi que ce soit. J'adore vendre des trucs que je sais pas faire, tu vois. Ouais. Mais comme ça, après, je suis obligé de l'apprendre plus rapidement. Et j'aime me mettre des petites pressions comme ça. Et donc, au pire, tu vois, je vends quelque chose que je sais pas faire, je vends une formation que je sais pas faire. De toute façon, je sais pas vendre une formation à ce moment-là, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais en fait, je me rends compte de plein de trucs, tu vois. Là, je fais toutes les erreurs du monde en me lançant, en créant du contenu pour moi-même autour de quelque chose que je sais faire sans penser aux autres et à la cible finale. Je me rends compte que je suis un très bon vendeur à l'oral ou en call, mais je suis un vendeur mais nul à l'écrit et sur internet, tu vois. Et c'est 2 compétences totalement différentes. Je me rends compte que je sais pas faire de publicité alors que c'est des leviers qui sont fous, je sais même pas que ça existe. Je me rends compte que je sais pas prospecter parce que jusqu'à présent et pendant 2 ans c'était un peu 42, on se cachait un peu derrière l'image de 42 et c'est eux qui nous trouvaient les 3/4 de nos prospects. Et je me rends compte de plein de trucs et je me rends compte qu'en fait je ne sais rien. Et là tu prends une claque parce que tu te dis putain j'ai appris trop de trucs pendant 2 ans, j'avais l'impression d'être au top. Et en fait, je suis nul. Et donc, c'est trop cool. Et je vais devoir me former. Et donc là, tu repars dans une petite galère, un petit nouveau challenge de te dire, putain, en fait, je sais rien faire. Et trop cool parce qu'en fait, quand tu te rends compte que tu veux vendre de la formation, tu vas te focus dans un premier temps, comme j'ai fait, sur la formation. Tu vas passer 80% de ton temps à créer la meilleure formation du monde. Puis après, tu vas penser à la vendre. Et avec du recul, tu te rends compte que si tu veux avoir la chance de former des gens, former en soi-même, le côté formation, c'est même pas 5 à 10% de ton job. C'est quoi Tout le reste du job, c'est la communauté que tu es en train de créer, c'est l'entretien de cette communauté, c'est de la création de contenu, c'est du copywriting pour tes pages de vente, c'est de l'advertising, et tout ce qui va faire en sorte que tu puisses avoir la chance de former des gens. Enfin, tu vois, pour avoir la chance de former des gens, il faut faire rentrer des gens dans ta formation. Et c'est le plus dur. OK. Fait que, comment t'as commencé? C'était quoi les premières étapes que t'as fait? Quand j'ai décidé de dire que je vais faire de la formation en ligne, c'était de créer la meilleure formation du monde, c'était de reprendre mes 300 slides. OK, parce que c'est ça, t'avais déjà du contenu. Ouais. Voilà, j'avais déjà un contenu de formation. Le but, tu vois, j'apprenais à des mecs en école de commerce à créer des landing pages, tu vois, créer des petits sites un peu stylés avec des petits hacks pour aller plus vite et pour vraiment avoir un résultat qui soit cool. Et donc moi, je prends ces slides. Évidemment, je me dis que ça va être ancré en vidéo, donc là, faut que j'envoie le paquet. Donc limite, je double la taille des slides.
Et à ce moment-là, je ne connais pas les outils, j'ai jamais tourné de formation de ma vie, donc je sais pas faire un montage vidéo, je sais pas quel outil utiliser pour tourner une vidéo, je sais pas sur quelle plateforme je vais vendre ma formation, je sais pas à qui je vais vendre ma formation, parce que c'est très difficile de trouver une cible et parce que dans un premier temps, au début, t'as envie de t'adresser à tout le monde et d'avoir un discours assez généraliste pour pas te fermer à des gens, ce qui est une grosse erreur. Et donc à ce moment-là, je passe 2 mois d'été enfermé chez moi. Là, t'es à Malte, là. Ouais, là je suis à Malte et j'ai dit go. Je me suis acheté un setup, j'ai pris mon triple screen, je me suis mis bien, tu vois. Okay. Un peu d'argent de côté et je me dis voilà, je me laisse aller 4 à 6 mois pour réussir à faire quelque chose. Et à ce moment-là, je crée selon moi la meilleure formation de la Terre, sauf que je mets 2 mois à la créer et au moment de la lancer, donc tu vois, je fais un peu les choses. Bon, je pense faire les choses à l'endroit, mais en fait, je fais totalement les choses à l'envers. Aujourd'hui, on pourra parler un petit peu du process et de l'évolution, mais à ce moment-là, je lance ma formation et je fais 5 ventes à 17 €. Après 2 mois de taf, après 2 mois de boulot, 15 heures par jour à essayer de sortir ma formation. Derrière, je sors une formation de plus de 20 heures de contenu qui t'apprend à créer des sites de malades et tout, des trucs de fou. Et je fais pas rentrer de gens, tu vois. Genre, je brade le prix de la formation à 17 € parce que personne me connaît, j'ai aucune crédibilité, je ne suis personne, je sais pas vendre en ligne et je fais pas de publicité. J'ai juste à ce moment-là, je dois avoir peut-être 200 personnes qui me suivent sur Instagram, qui sont mes potes d'enfance, tu vois. Et genre, je suis persuadé que les 5 personnes qui ont acheté cette formation ne l'ont jamais suivi. Ils ont juste eu de la peine pour moi et ils se sont dit, vas-y, on va lui filer 17 €. Le pauvre, ça fait 2 mois qu'il bosse. C'est où que t'as trouvé ces 5 personnes-là? C'était sur ton Instagram? Voilà, ouais, ça devait être des potes d'enfance, des trucs genre même peut-être ma mère ou mon père qui ont utilisé un autre prénom pour dire le pauvre, genre, le pauvre, si j'achète pas sa formation, il y a personne qui va l'acheter. Et alors maintenant c'est marrant parce que cette formation, tu vois, avec les choses que j'ai apprises 2 ans après, c'est une formation qui se vend 194 €. La même. Et je dois faire peut-être 5 à 6 ventes par semaine, tu vois. C'est un truc que j'ai relancé, c'est un contenu que j'utilise et le contenu est bon. Le truc, c'est que je sais pas faire rentrer des gens à l'intérieur à ce moment-là. Et donc fait que c'est ton processus de vente. Ah ouais, qui va pas du tout. En fait, je me rends compte que je suis pas un vendeur. Je me rends compte que, en fait, je pense être un vendeur parce que genre, je close et j'ai une super relation avec les gens. Le problème, c'est que sur Internet, t'as pas cette relation avec les gens. Tu dois la construire et je sais pas comment faire. Et à ce moment-là, c'est marrant parce que n'importe quelle personne, je pense, qui passe 2 mois, je pense une majeure partie des gens qui passent 2 mois à créer une formation et qui fait même pas 100 balles, se remet bien en question et se dit damn, c'est peut-être pas fait pour moi, tu vois. Et moi je me dis nouveau challenge. Ok, c'est bon, c'est trop cool, ça a pas marché, comment on va faire en sorte que ça marche et en fait je me rends compte encore plus que je suis nul et que j'ai besoin d'être meilleur et je sais même pas trop sur quoi j'ai besoin d'être meilleur. Je connais pas le copywriting, je découvre cette compétence bien plus tard, mais je sais que je dois réussir à vendre parce que je comprends que j'ai un problème et mon problème c'est que je suis pas crédible, je suis personne sur le marché et les gens me font pas confiance. Donc ça part de là. Et donc à ce moment-là, je commence à créer du contenu sur YouTube qui va rediriger vers cette formation en testant des formations gratuites. Puis après, je teste de lancer d'autres formations parce que peut-être le problème c'était la promesse, c'était la formation de base. Je me rends compte que non, parce que en fait je lance 4 autres formations avec des promesses totalement différentes pour tester un petit peu le market, etc. Mais ça marche toujours pas. Fait que t'as créé 4 formations avant de les vendre. Ouais, à chaque fois, là, je crée les formations à chaque fois, donc, mais ça va plus vite, tu vois. Parce que là, je me suis fait un peu la main avec les outils, j'arrive à créer une formation en 3 semaines, mais ça se vend toujours pas, tu vois. Donc à ce moment-là, ça commence à devenir un peu la galère. Ça fait 6 mois que j'essaye de vendre des formations à des gens, des formations qui sont trop cool. Genre limite, je les offre aux gens. Je dis regarde comme elle est cool ma formation, tu vas voir, je te jure elle est cool. Mais achète-la. Mais même achète-la pas. Mais dis aux autres que la formation elle est cool parce que je peux te jurer, je donne tout, tu vois, je donne tout et je donne tout mon contenu. Le problème c'est que les gens se rendent pas compte à quel point. Enfin en fait, quand tu décèles pas ton produit avant d'acheter une formation en ligne et il faut envoyer le paquet sur ta page de vente, sur ta présentation, les gens se disent d'une que ton prix est ridicule par rapport à la valeur que tu vas apporter et à celle qu'ils vont retirer et bref, moi j'arrive pas à faire ça. J'arrive pas à faire des pages de vente qui montrent un produit de malade. J'arrive à créer un très bon produit et à ramener personne dedans. Si t'avais au moins du trafic, mais ça convertissait pas ou un petit peu de trafic, mais ouais, ça convertissait pas parce que moi derrière je me faisais bouffer par des gars qui vendaient des produits de merde mais qui étaient des très bons vendeurs dans la même niche, tu vois.
Et à partir de ce moment-là, j'ai pris tous les très bons vendeurs qui vendaient des produits de merde et j'ai essayé de comprendre comment ils étaient bons vendeurs. Après, j'ai aussi rencontré des personnes qui étaient des très bons vendeurs, qui m'ont aidé et qui m'ont dit sur quoi j'avais besoin de m'améliorer. Je pense à Léo. Léo, c'est une personne que j'ai rencontrée à Malte, qui était un marketeur genre né et qui l'est encore. Et ce gars, on en parlait hier, c'était marrant. Genre, il est capable de te vendre n'importe quoi. Et moi, je rencontre ce mec. C'est un gars qui travaille genre 2 heures par jour au moment où je le rencontre et qui fait des résultats que j'aurais jamais pensé. Tu vois, le mec gagne peut-être 1000, 2000 balles, 2000 euros par jour en taffant 2 heures par jour. Moi, je gagne 0 et je taffe 15. Depuis un an. Et je me dis, mec, c'est bien parce que on va pouvoir s'apporter quelque chose. Moi, je vais t'apprendre à taffer 15 heures par jour. Parce que si en 2 heures par jour, tu fais 2000 euros en 15 heures... Ben, ça dépend de ce qu'il veut. Ah non, mais Léo, c'est un mec ambitieux. Moi, je sais que lui, il veut pas s'arrêter là. Et au début, t'as envie de faire 500 euros par jour, t'as envie de faire 1000, t'as envie de faire 2000. Mais quand tu fais 2000, t'as envie de faire 10. Et je dis, Léo... tu sais faire 2000 balles en taffant 2 heures. Le problème, c'est que tu sais pas travailler. Je vais t'apprendre à travailler et à devenir un acharné. Mais toi, tu vas m'apprendre à vendre. On se dit pas ça comme ça se fait très naturellement. Mais c'est ce qui se passe. Et donc, moi, à ce moment-là, Léo m'apprend à vendre. Donc, moi, je suis toujours focus sur mes clients. Au début, j'ai pas de clients, donc j'arrive pas à être focus sur mes clients. Je suis toujours focus sur la qualité de mes produits. Mais il faut que je me focus aussi et surtout sur la partie vente. Et c'est un peu Léo qui m'apporte ça à ce moment-là. Et donc là, on lance un peu la machine. Fait que c'est quoi qui t'a appris? C'est quel aspect de la vente qui t'a appris? Parce que Léo me fait découvrir plein de choses, tu vois. Il me fait découvrir le fait que lui il vend des produits. À l'époque, il en fait plus, mais il faisait du dropshipping. Et Léo, il me tue et il est trop fort parce qu'il vend des produits sans jamais avoir vu le produit de sa vie. Il liste juste les bénéfices qu'apporte ton produit, les problèmes de la cible. Donc en fait, ça repart des piliers de base. Léo, c'est un mec qui fait des très bonnes études de marché, qui arrive très bien à segmenter une partie de population et à l'identifier et à soumettre son produit sous leurs yeux avec les bons arguments de vente. Donc ça part de connaissance parfaite de la cible et du segment de marché auquel tu t'adresses. Ensuite, donc évidemment, advertising et le fait de savoir driver du trafic. Et en plus de ça, de savoir convertir le trafic en utilisant les bons mots et au bon endroit grâce au copywriting entre autres. Et ça, c'est les piliers. Et là, tu te rends compte que en termes de marketing, les piliers, c'est ça. C'est connaître profondément ta cible, etc. Savoir driver du trafic et savoir convertir ce trafic. Et donc là, maintenant, moi, j'y vois plus clair. Je me dis, ok, il faut que je me concentre là-dessus. Donc, il faut que j'ai une cible qui soit définie. Il faut que je sache driver du trafic. Alors, c'est bien parce que je crée du contenu sur YouTube, même si je sais pas trop à qui je m'adresse et tout, etc. J'ai déjà un peu de trafic qui vient, qui est pas qualifié. C'est pas grave. Au fur et à mesure, je commence à qualifier un peu le truc. Et derrière, je me forme énormément au copywriting et je commence à kiffer ça. Fait que c'est Léo qui t'a formé en copywriting, finalement. Non, je me suis formé, mais pareil, tu vois, j'ai pas acheté de formation, j'ai juste regardé tous les formateurs francophones, j'ai analysé toutes leurs pages de vente et j'ai fait des pages de vente. Voilà, et j'ai balancé des pages de vente, j'ai drivé du trafic sur des pages de vente, j'ai regardé comment ça réagissait. Évidemment, la première page de vente que j'ai fait de ma life, je l'ai fait avec Léo, on l'a fait ensemble, on l'a construit ensemble de A à Z, il m'a donné une structure et à partir de ça, j'ai commencé à construire et à m'inspirer vraiment de ce qui se faisait autour pour voir un petit peu qu'est-ce qui marche, trouver les dénominateurs communs entre les meilleures pages de vente, que ce soit francophone ou aux États-Unis, et regarder un petit peu ce qui se fait. Et à partir de ce moment-là, c'est parti, j'arrive à rédiger des bonnes pages de vente, j'arrive à vendre sur Internet, mais je peux vendre plus parce que je sais toujours pas à qui je m'adresse et c'est à ce moment-là où je pars un petit peu sur Shopify et je commence à m'adresser au e-commerce. OK. Mais je trouve ça intéressant parce que dans le fond, là, t'avais un bon background en graphisme puis t'as pu agencer le copywriting à cette skills-là. Fait que c'est ça qui a fait que tu peux créer des vraiment bonnes pages de vente. Puis comment après ça t'as fait pour trouver ta cible? Là, tu dis t'as décidé de t'adresser principalement aux gens qui faisaient du e-commerce. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de t'adresser à ces gens-là? Je me rends compte à quel point c'est important d'avoir ce pilier-là et qu'en fait, depuis longtemps, je suis en train de, comme on disait, créer un tas de pierres où j'ai peut-être pas besoin de revenir en arrière, mais je le construis pas sur le bon pilier. Je le construis pas sur la bonne pierre de base. C'est celle qui tient la fondation. Je suis en train de faire un tas de pierres sur une fondation inexistante. Et ça, je me rends compte très tard,
Mais au moment où je m'en rends compte, je me dis, tu vois, je suis en train d'apprendre aux gens à faire du développement web, la concurrence est folle. Et peut-être qu'il faut que je sous-segmente cette population. Et je me rends compte qu'en fait, ma cible est sous mes yeux depuis quelques mois. Et donc, c'est des e-commerçants qui vivent à Malte. On est une trentaine de personnes. On a un groupe de 30 personnes. Et en fait, je n'arrive pas à faire le lien entre mon business et le fait d'aider des gens parce que j'aime ça. Mais en fait, tous les soirs, j'ai des mecs qui m'appellent, qui font partie de l'équipe et qui me disent Thomas, est-ce que tu peux modifier mon truc sur Shopify et tout, etc. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, ça fait 3 mois que je suis en train de toucher à Shopify sur les shops de mes potes et je me rends compte qu'il y a vraiment un besoin parce que genre sur les 30 personnes avec qui je traîne, les 30 m'ont appelé au moins une fois pour régler un problème sur leur site Shopify. Et là, je me dis, c'est cool. Donc là, tu fais une petite étude de marché, tu prends un petit peu de recul. Léo, il te dit ça, en fait, depuis 3 mois, adresse-toi aux e-commerçants, mais toi, tu l'écoutes pas, tu te dis, c'est un peu bizarre ce qu'il me dit et tout, etc. Mais parce que, je sais pas, j'ai pas de vision business, en fait. Je me rends compte à ce moment-là que j'ai pas de vision business. Et que malheureusement, un entrepreneur, c'est une personne qui vend et qui fait de l'argent, tu vois. Genre, tu peux pas te qualifier d'entrepreneur si tu gagnes pas de thunes, tu vois. Et t'as beau, tu vois, avoir ce mindset, le fait de vouloir former, accompagner des gens, peu importe ce que tu veux faire. Genre, si tu gagnes pas de thunes, t'es pas un entrepreneur. Et si t'as pas compris les piliers qui font qu'une boîte fonctionne, à savoir à qui tu t'adresses et à quel problème profond tu vas répondre et quelle solution, quelle transformation tu vas apporter via ton produit, et t'as rien compris. Et donc je me dis, ma cible elle est sous mes yeux, ma cible c'est des e-commerçants, c'est des personnes, il y a un besoin parce qu'ils s'adressent à moi tout le temps, et c'est une cible qui a de l'argent parce qu'elle en gagne. Ouais. Où elle va en gagner, et surtout aussi, et ça j'ai rien fait pour ça, mais c'est l'état actuel de l'audience. C'est une audience qui a été sensibilisée à dépenser de l'argent pour acheter du contenu en ligne. Et donc si t'es là et que toi tu te différencies par la qualité de tes contenus, le fait que tu sois une machine au support et que tu fournis une réelle transformation et que tu réponds à ta promesse, et ben t'as tout gagné dans ce milieu là. Et donc trop cool, tu fais une petite étude de marché et tu te dis ok, l'audience elle est pas énorme. Voilà, tu check l'audience Facebook, tu vois, peut-être 1 million de personnes à target. Moi, c'est quand je lance des pubs sur Facebook, aujourd'hui, je fais le tour en 2 semaines en scalant un petit peu 20% par 20%. Ben, pour toi, des e-commerçants, il y en a pas pli, là. En francophone, pas tant, tu vois, genre, tu peux pas viser, là, mon audience cible, c'est pas la France entière, tu vois, lambda. Mais c'est pas grave parce que j'ai maintenant un discours qui est bien précis et qui s'adresse à un type de personne bien précis et qui a de l'impact, et je le ressens directement, tu vois. Et en plus de ça, il n'y a pas de concu. Très peu de concu. Assez de concu pour me dire c'est bon, il y a un marché, mais très peu de concu pour me dire avec la qualité du contenu et les choses que j'ai apprises, je peux les bouffer. Ok, j'imagine que c'était plus peut-être sur le marché américain qu'il y avait beaucoup de concurrence. Ouais, alors il y a, je pense, peut-être un acteur qui fait à peu près pareil que moi sur... alors il passe sur le marché US, mais bon, il parle anglais, et il fait du très bon contenu. Sur le côté francophone, donc moi je suis aussi créateur de thèmes sur Shopify, donc j'ai pas mal de concus sur le côté thème. Bon, chacun c'est un peu focus sur un segment de marché, et on se répartit bien le truc. Et par contre sur le côté apprentissage du code, morceaux de code à intégrer et résolution de problèmes purs sur Shopify, là j'ai juste un concurrent sur le côté francophone. Mais là, je commence à avoir pas mal de contenu et j'ai vu qu'ils switchaient un petit peu. Donc là, à l'heure actuelle, en créateur actif de contenu et personne qui a comme ambition de vouloir former les gens à transformer et professionnaliser leur shop par eux-mêmes, je suis solo. Ok, super. Fait que une fois que tu as pris cette décision-là, comment tu l'as mis en place? J'imagine que tu as commencé à adapter ton contenu, ta chaîne YouTube et tout ça. Je le mets en place assez facilement parce que tous les process sont là. Je sais créer du contenu, je sais créer des vidéos, je sais un petit peu captiver les gens via mes vidéos, je sais faire du montage, je sais faire plein de choses. Je sais tout mettre en place parce que je le fais déjà. Le problème c'est que je le fais mais ça n'a pas de sens, ça m'apporte pas de résultat parce que j'ai pas ce pilier là, tu vois. Donc là maintenant j'ai ce pilier, c'est trop cool, et j'ai juste à changer de sujet de vidéo, à changer de sujet de formation, mais en soi je sais déjà tout faire. Et moi mon aide et c'est d'autant plus simple à faire parce que comme je te dis, je côtoie tous les jours 30 personnes qui font partie de mon audience cible, et j'ai juste à leur demander ce qu'ils veulent, et j'ai juste même à réfléchir un petit peu, voir ce qu'ils m'ont demandé pendant les 3 derniers mois et me dire en fait c'est ça dont ils ont besoin. Donc ça commence comme ça. En plus de ça, je vis avec Léo, donc Léo c'est ma cible et je le vois évoluer, et j'arrive à veiller sur le monde du e-commerce grâce à Léo, et à voir les évolutions, à voir vers quoi ça tend, à voir les besoins de Léo qui sont peut-être plus les mêmes qu'il y a 3 mois, et donc j'arrive vraiment à cerner ça, et c'est nickel parce que ça me permet de commencer, de créer mon audience de mon côté, et de continuer à me former et avancer avec les personnes qui vont me découvrir par la suite. Ok, puis une fois que tu as commencé à
publié du contenu vraiment spécifique pour les e-commerçants? Est-ce que tu as vu tout de suite ton trafic monter? Bon. Comment ça s'est passé? Ouais. Ça pète. Alors ça pète. Je suis très segmenté, tu vois. Je peux pas faire 100 000 abonnés sur YouTube. Si je continue dans ce sujet, je peux pas faire 100 000. Déjà d'un coup, chaque vidéo que je sors est en premier résultat de recherche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de concurrence. Et que j'ai compris comment marchait YouTube, tu vois. Donc chaque vidéo que je sors est en premier résultat de Google. Il y a très peu de trafic, mais c'est pas grave. Le trafic qui va tomber sur ces vidéos est méga qualifié. Et donc en fait, comme je te dis, je sais déjà tout faire et le fait d'avoir ce pilier et ce fil conducteur fait que c'est trop cool parce que j'ai juste à faire la même chose et je sais vers où j'avance et donc mes résultats arrivent direct. C'est pour te donner des chiffres, je pourrais te montrer les analytics de ma chaîne, mais en gros pendant quasiment un an je crée du contenu et j'ai 300 abonnés. Au moment où je commence à switcher, en 2 mois je passe les 1000. Fait que là, t'avais beaucoup d'abonnés, t'avais beaucoup de trafic sur ton site. Est-ce que le taux de conversion a suivi? Et évidemment tout va ensemble dans le sens où oui tes abonnés, ton nombre d'abonnés n'est pas relatif à ton CA, à ce que tu génères. Et oui, tout va ensemble dans le sens où j'ai plus de trafic, j'ai du trafic qui est qualifié sur des pages de vente qui sont bien rédigées et qui expriment vraiment la valeur qu'il y a à l'intérieur du produit. Et donc oui, derrière ça convertit. Et donc là, je commence à gagner de la thune En gardant la même formation que tu avais créée initialement. Non. Formation, elle se vend pas. Elle se vend toujours pas. Okay. Et c'est toujours pas la même promesse. Et c'est pas une formation qui s'adresse aux e-commerçants. Okay. Cette formation, elle va se vendre un petit peu plus tard en créant d'autres funnels qui viennent d'ailleurs. Tu vois, okay. Qui viennent même pas de YouTube. Cette formation, par exemple, là, juste pour te dire, elle se vend via un funnel qui part de Udemy. Okay. Donc, je forme les gars au HTML, CSS ou à des skills basiques gratuitement. Ensuite, je les emmène pour suivre la suite de la formation sur ma plateforme pour au moins avoir leur email. Et après, ils sont convertis. Ok, je comprends. Fait que pour les e-commerçants, tu as rebâti une nouvelle formation. Ouais, donc je refais des nouveaux contenus pour les e-commerçants, mais comme je t'ai dit là, j'ai pensé à ce tunnel sur Udemy parce que je me sentais pas bien. Tu vois, j'avais passé 2 mois à créer cette formation, elle était tournée, elle était prête, tu vois, elle est parfaite, c'était mon petit bébé, c'était ma première formation, il fallait que je trouve un moyen de la vendre et j'ai trouvé via ce funnel Udemy parce que je pouvais pas vendre un truc pour te former au développement web, etc., qui s'adresse à une audience que même moi je connais pas trop et que même à l'heure actuelle, genre je dois peut-être avoir une centaine de clients, peut-être un peu plus sur ce format, je sais même pas quelle est l'audience cible, tu vois. Je m'en fous parce que ça part de Udemy, les gars se forment au HTML, CSS, donc il y a un peu tout, la reconversion pro, etc. Et puis après ils partent dans le funnel et ils arrivent jusqu'à la format. Mais j'étais obligé de tirer un funnel qui partait d'autre part que de YouTube, sinon ça aurait été une perte de focus. Et le fait que maintenant je voulais me focus sur le côté e-commerce. Puis comment t'as eu cette idée-là? T'as juste... En fait à la base j'ai mis mon cours sur Udemy. Ok, fait que ton but au début c'était juste de faire du Udemy. Ouais, en fait j'ai mis mon cours sur Udemy parce que je me suis dit je peux plus le vendre sur ma chaîne parce que je parle plus du même sujet. C'est un cours que je vendais 194 sur Udemy, sauf que eux ils me le bradent à 90% et ils me prennent une com qui est incroyable. Donc je me retrouve à un cours que je voulais vendre à la base à 194 € à toucher genre même pas 10 € par vente. Et je me dis mais what the fuck, c'est pas possible. Et en plus de ça, moi derrière j'ai un cours qui est sur ma plateforme, il est à 194, sur Udemy il est à 16 €, tu vois. Je me dis what the fuck, les gens, je vois les gens ils commencent à se faire passer le mot et ils rentrent à 16 € dessus. Et je me dis what the fuck, c'est pas possible. Donc je vire le cours et à partir de ce moment là je découpe le cours en plusieurs sujets. Donc je crée un cours HTML, un cours CSS, un cours truc, et je me rends compte qu'en fait ils continuent à me bouffer, tu vois, à me donner genre même pas 2 € par client qui rentre, alors que moi à la base je veux vendre mon cours peut-être 60 ou 40 €. Donc je gagne pas de thune via Udemy et je dis fuck it, je vais découper encore plus, je vais faire que du gratuit sur Udemy et je vais m'en servir comme source de trafic et après derrière je vais ramener les gens chez moi. Ouais, ben c'est vraiment une bonne idée pour vrai. Mais Udemy, méga source de trafic par contre. Et sur du contenu gratuit, les gens ils aiment bien le contenu gratuit, même si c'est en plus ils ont des formations de malades, genre à 10 €, mais les gens adorent le contenu gratuit et moi aussi j'adore le contenu gratuit et j'aime bien donner et je pense que ça va ensemble aussi. Plus tu apportes de valeur gratuitement à une personne, plus elle a envie de te faire confiance, plus tu crées une relation avec cette personne et je pense que plus ce sera facile de lui vendre un contenu plus complet derrière parce qu'elle a envie d'aller plus loin. Ok, fait que là t'as mis ça en place, là ça se vend presque tout seul. Je dois faire 1000 €, mais tu vois, je passe le premier palier, tu vois, je fais 1000 € par mois. Derrière, moi, je continue à faire de la prestation de service pour vivre et mon dream. Et c'est toujours pour ça que je taffe 2 fois plus et que je fais de mes missions à côté et qu'en plus de ça, je crée énormément de contenu, etc. Et que maintenant, en plus de ça, j'ai des résultats, je sais à qui je m'adresse et je sais que je peux croître. Ça m'encourage encore plus à
à aller dans ce sens. Donc c'est trop cool parce que je me rends compte que c'est possible, que ça marche et mine de rien j'arrive à faire 1000 euros sans rien toucher. Parce que en fait peut-être j'ai taffé 1 an et demi derrière, mais les 1000 euros que je fais, je suis pas responsable, enfin je suis responsable intentionnellement de ça, mais j'ai pas closé la personne, je l'ai pas amenée sur la page de vente moi-même, elle m'a découvert tout seul et elle a acheté toute seule. C'est ça, je me dis, damn, c'est possible. Et donc j'ai continué là-dedans. Et là, ça fait 2 ans. Puis là, depuis, j'ai vu que t'as parti plein de nouvelles formations. Ouais, alors moi j'ai commencé à kiffer ça, j'ai commencé à kiffer le fait de tester et de tester des nouvelles méthodes. Aujourd'hui, une formation, elle est lancée en 2 jours. Je sais si le produit fonctionne ou pas. Enfin, la formation est lancée en 2 jours. J'attends, après je lance des pubs plus les emailing. En 3 ou 4 jours, je sais si c'est une formation que je peux créer ou pas. Parce que là aujourd'hui, maintenant, je lance une page blanche en 2 jours. Donc je lance une formation qui n'existe pas en 2 jours, je me focus que sur le copywriting et la vente. Je lance des pubs plus les emails. Non, si je fais plus de 50 ventes, je crée la formation. Si je fais moins de 50 ventes, je rembourse tout le monde et je passe next. Mais maintenant, j'ai vraiment compris les besoins de mon marché. Je fais jamais moins de 50 ventes à un lancement de format. Et donc, j'ai testé plusieurs trucs. Je teste les micro-produits, je teste les produits moyens. Je vais tester là, dans très peu de temps, les produits high ticket. Et donc, maintenant, j'ai peut-être 8 formations qui tournent, plus un thème sur Shopify. Et j'ai encore plein de sources de trafic à tester, de tunnels de vente à tester. Et donc, tant que j'ai des choses à tester et tant que j'apprends, un petit peu la raison pour laquelle j'avais arrêté la première boîte, tant que j'apprends, je continue de croître et que j'ai des choses à tester, je continue. Ben, je pense que t'as encore, ça peut aller très loin, là, surtout que ce marché-là est en train de se développer. Tu lances des nouvelles formations au combien de temps à peu près? C'est quoi tes plans futurs à ce niveau-là? Est-ce que tu veux en lancer comme une centaine, des milliers ou tu veux juste en perfectionner? Comment tu vois ça? On va parler du futur, on va parler de tout ce qui se passe autour. Aujourd'hui, moi j'ai envie de tester des trucs. Donc moi je m'étais fixé l'objectif de lancer une formation par mois. Une formation tous les 2 mois, ça passe aussi. Puis après je fais des updates des formations existantes en fonction des retours des membres. Parce que le but c'est quand même la qualité du contenu à la fin et la satisfaction profonde des participants. Moi j'ai des valeurs sur cette boîte. C'est de toujours surdélivrer pour un prix qui est totalement accessible, voire même what the fuck. Et ça, c'est la raison pour laquelle j'ai croît assez rapidement. J'ai grossi assez rapidement parce que j'ai toujours surdélivré pour des prix qui pétaient le marché considérablement. Plusieurs fois, on m'a dit, tu m'as offert plus de valeur pour 27 € que des formations à 4 chiffres que j'ai achetées. Et c'est exactement pour ça que je travaille, parce que derrière, une personne qui me dit ça, elle va le dire à tous ses potes, et ce mec délivre masse de valeur pour un prix qui est ridicule, et derrière, ça crée des personnes qui vont acheter mes autres contenus, derrière, qui sont peut-être un petit peu plus chers, parce que tu as déjà construit cette confiance avec eux, et ils savent que si un contenu à 29 balles t'apporte X de valeur, un contenu à 300 va t'apporter genre X fois beaucoup. Et donc moi j'ai toujours c'est un petit peu déjà au début t'es personne, donc c'est difficile de vendre des produits chers et ta seule façon d'augmenter tes prix c'est d'être reconnu et d'être crédible dans le milieu et surtout que les gens parlent de toi comme une personne sérieuse, une personne qui est vraiment impliquée à fond dans son job, délivre masse de valeur. Donc moi profondément plus tard je veux monter une startup, je veux monter un projet qui est capable de grossir to the moon. Tu veux lancer quelque chose d'autre? Je vais lancer quelque chose d'autre, ouais, carrément. À la base, j'ai fait cette activité pour avoir un truc un petit peu plus safe et peut-être plus sécure que le fait de me réaventurer dans une aventure entrepreneuriale, genre en mode startup, quoi. Au final, ça a duré longtemps et ça a pris du temps à partir, mais je regrette pas parce que les choses que j'ai appris et les leviers que j'ai appris dans cette boîte me serviront toute ma vie quand je vais potentiellement monter une autre boîte. Tu sais, simplement le fait de tester et lancer un produit, une formation en 2 jours, d'avoir les data et les KPI pour dire je peux continuer, je peux créer cette formation, oui ou non. Ça c'est un truc, tu l'appliques dans le milieu des startups, tu fais un carnage, tu vois, tu peux tester en 1 an, voilà, tu peux tester 150 idées de projets et avoir des data dessus, quoi. Donc trop cool. Pour l'instant, je m'éclate dans mon activité. Pour l'instant, j'ai des trucs à tester et des offres, des choses à faire. Je m'éclate parce que tous mes clients sont adorables et j'adore mes clients et je parle avec eux tout le temps. Et la vraie valeur, elle est là-dedans. Et donc tant que c'est de l'éclate, tant que j'apprends des choses et tant que j'ai des choses à tester, je continue. Ok, super. Ben c'est vraiment inspirant là.
ton parcours, puis c'est le fun de comprendre aussi, tu sais, qu'est-ce qui t'a mené à pouvoir lancer des formations comme ça aux 2 jours, parce que c'est quand même quelque chose de gros. Je pense que c'est de l'acharnement et de la remise en question constante. Et peu importe ce que tu fais, que tu fasses de la formation ou n'importe quelle chose, c'est vraiment, je pense, la conclusion de tout ce talk, de cette heure qu'on a un peu passé à parler. Ouais. C'est de l'acharnement, de l'acharnement, de l'acharnement et de la remise en question constante. Et le fait de rien lâcher. Mm-hmm. Ouais, super motivant. Ben merci. Je prendrai pas plus de ton temps. J'ai peut-être juste une dernière question. C'est où que les gens peuvent avoir toute l'information qu'ils ont besoin sur tes formations, sur le e-com, sur la programmation et tout ce qu'on a parlé, le copywriting et tout ça? Je pense qu'il y a 2 points d'entrée. Le premier, c'est Insta. Donc sur Instagram, vous pouvez me trouver en tapant Thomas Giraud. Et vous allez retrouver assez facilement parce qu'il y aura écrit expert Shopify juste à côté. Et le deuxième moyen, c'est d'aller directement sur YouTube et de taper Thomas Giraud, G-I-R-A-U-D. Donc à partir de là, vous trouverez un petit peu mes contenus gratuits, ce que je propose à mon audience et un peu la valeur que j'apporte. Un petit peu plus lifestyle et contenu gentil sur Instagram et contenu brut, tuto code. On rentre dans le vif du sujet sur YouTube, quoi. Ok, ben super, merci pour ton temps, c'était vraiment, vraiment intéressant. Puis bravo pour tout ça, pour vrai, c'est super impressionnant. Puis bonne chance pour la suite, pour tous tes prochains projets que je suis sûre qu'ils vont fonctionner, étant donné que tu as tellement de skills aujourd'hui. Fait que c'est ça. Écoute, Tania, c'était un énorme plaisir. On a réussi à se comprendre pendant toute la durée de ce talk. J'espère que toi, qui nous écoutes, a bien aimé ce moment. N'hésite pas à nous donner ton retour. Si tu as des questions, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me contacter aussi directement via Instagram. Je te répondrai. Et voilà, j'espère que c'était cool. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Merci encore une fois, Tania, pour l'invite. Ça fait plaisir. Et à la prochaine. Un gros merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. J'espère qu'il t'a apporté beaucoup de valeur et qu'il t'a motivé à prendre action dès maintenant. N'oublie surtout pas que chaque personne qui t'inspire a commencé quelque part et que c'est en étant constant qu'on atteint de grandes choses. Si tu veux m'aider à rejoindre le plus de gens possible qui ont envie de Viséo, juste à t'abonner à ma chaîne et à laisser un review. Pour partager ton aventure entrepreneuriale avec d'autres gens hyper motivés, juste à rejoindre le groupe Facebook Viséo. Bonne journée et à bientôt!